moi je suis là pour vous présenter un projet SAMPAS de l'ASBL Réseau Hépatite C. Donc vous parlez un peu plus du terrain, même si Pascal, Jean-Pierre et Lise ont parlé un peu de terrain aussi, mais ici je vais vous expliquer un petit peu le modèle qu'on a conçu à Bruxelles. Voilà, donc le projet SAMPAS, ASBL Réseau Hépatite C, vous avez la Dream Team en photo devant l'hôpital Saint-Pierre, le Porsche mythique de ce CHU. Alors, on a des financements structurels publics, on est soutenu par la COCOF, donc par la région bruxelloise, depuis maintenant 16 ans, avec des subsides qui ont pu évoluer dans le temps, je vais vous expliquer ça. Et on a également des soutiens privés via les firmes pharmaceutiques pour pouvoir nous équiper et nous aider à pouvoir faire nos missions sur le terrain. Je vais regarder plutôt là, sinon ça va faire mal. Donc le projet SAMPAS, c'est un projet qui s'adapte aux contraintes législatives au niveau de la région bruxelloise. Qu'est-ce qu'on a voulu dire par là? C'est-à-dire que, comme Lise et Jean-Pierre l'ont expliqué, les traitements restent à l'hôpital en Belgique. C'est les hépatologues qui prescrivent. Je pense, on ne l'a pas dit dans les ateliers tout à l'heure, mais les traitements en France sont dans les officines de ville. Ce qui n'est pas le cas en Belgique, les traitements sont dans les hôpitaux. Donc c'est en plus que les pathologues prescrits, il y a aussi le fait que le traitement est délivré dans l'hôpital. C'est un véritable problème pour l'accès aux soins de nos publics, ça, de les faire vraiment passer toujours par la case hôpital. Donc on a créé un projet qui allait essayer de s'adapter à ces contraintes-là. Je vais vous l'expliquer juste après. La région bruxelloise, c'est aussi tout à fait particulier, c'est-à-dire qu'il y a une multitude d'associations qui travaillent dans le milieu des addictions. Des comptoirs d'échange de seringues, il y en a quand même de manière assez nombreuse. Il y a des travailleurs de rue, il y a plusieurs centres d'addiction. Donc le territoire est assez large à couvrir et donc notre équipe a dû également s'adapter à cette géographie des associations et on a fait le choix de la mobilité pour aller à la rencontre des usagers. Alors, on s'est adapté aussi aux outils techniques qu'on a besoin pour avancer dans la mise au point de l'hépatite C. Et donc là, je vais pouvoir vous présenter, on l'a fait dans l'atelier tout à l'heure, mais je vais vous présenter sur les dias le matériel qu'on dispose pour pouvoir faire les mises au point directement dans les centres de première ligne. Et donc, voilà, le trafic et l'enjeu de travailler en ville nous a poussé à utiliser un vélo cargo que vous avez peut-être vu passer sur les escaliers ici quand vous avez circulé, puisqu'on l'a fait rentrer dans ce magnifique forum Addiction et Société afin d'attirer l'attention de tout le monde, les yeux ébahis, de nous voir passer avec ce beau vélo. Je n'ai pas vu qu'il y avait toute l'équipe qui était là-bas. Salut. Voilà, je remercie en fait Lise d'avoir, j'aurais dû commencer par là, Lise de nous avoir amené ici au forum Addiction et Société. Elle a un dévouement pour l'hépatite C depuis qu'elle travaille avec nous et je remercie toute l'équipe qui est présente aujourd'hui pour avoir animé l'atelier et pour le dynamisme qu'on a dans cette équipe. Alors, cette dia-ci vous explique un peu de manière historique comment les choses se sont opérées à Bruxelles pour nous. On a une ASBL qui existe depuis 2005, l'ASBL Réseau Hépatite C, avec 2 travailleurs, ma collègue Sarah qui est là-bas dans le fond et moi-même, qui étions engagés à l'époque comme des accompagnateurs et nous avions un seul mouvement. Donc, je pointe avec le plus... le seul mouvement ici qui était l'accompagnement psychosocial, c'est-à-dire que nous accompagnions les patients vers l'hôpital avec qui nous avions déjà une forte relation de convention grâce à Jean-Pierre Mulquet ici qui a fondé l'ASBL. Mais donc nous étions 1,5 ETP. Je pense que dans certaines villes qui sont ici, peut-être Luxembourg, Tournai, peut-être il y a des petites associations où les moyens sont un petit peu aussi... de cet ordre-là, une personne ou deux pour faire de l'accompagnement. Donc là, c'était le début. Ça a duré quand même de 2005 à 2018 pour toute la région bruxelloise pour essayer d'accompagner les usagers de drogue, juste 2 personnes. Et en plus, à l'époque, de l'interféron. Donc, on faisait avec les moyens qu'on avait, comme on dit. Et donc 2018, là, une reconnaissance des pouvoirs publics pour qu'on puisse avancer avec justement les recommandations de l'OMS, etc. La région bruxelloise a accepté de mettre un peu plus les moyens et de créer l'équipe SAMPAS, où nous avons pu engager un médecin addictologue et pathologue qui est Lise, 3 infirmiers, un assistant social,
Et un père aidant qui vient de rejoindre notre équipe il y a quelques mois, et ça je vais faire une petite dia là-dessus parce que nous sommes très contents de l'avoir parmi nous aujourd'hui. Et donc le deuxième mouvement qui s'opère depuis 2018, vous le voyez ici, c'est l'outreach. L'outreach avec le vélo que nous avons amené aujourd'hui, avec 2 machines, le GeneXpert pour faire les confirmations charge virale sur le bout du doigt et le FibroScan pour mesurer la fibrose. Et donc voilà le double mouvement. On reste encore avec un besoin d'un ancrage particulier dans l'hôpital avec 2 plages de consultation dédiées aux usagers de drogue. Comme l'a dit Pascal tout à l'heure, jusque quand est-ce que ça va durer ? Avec un hôpital qui quand même met des conditions d'accès de plus en plus difficiles. Je pense qu'il y a les soins de santé et un rendement qui est sans cesse de plus en plus important et les médecins sont oppressés. Aujourd'hui, effectivement, voilà, la question se pose, comment est-ce qu'on va pouvoir maintenir ces 2 plages aux usagers de drogue, puisque bientôt, on va leur faire payer chaque fois qu'ils ont un rendez-vous manqué. Donc là, on va devoir de nouveau s'adapter aux contraintes qu'on rencontre dans l'évolution des choses. Voilà, ça c'est une petite parenthèse, mais importante à être dite. Donc on a ce double mouvement, on continue à aller vers l'hôpital, on n'a pas le choix, mais surtout on développe toute une stratégie dans la ville où on va dans les différentes structures avec notre vélo et les machines pour faire les mises au point. Et vous voyez ici, nous allons également en prison, comme Lise l'a expliqué, où nous avons une activité aussi de permanence. Nous donnons des formations. Voilà, s'il y a des associations dans la salle qui sont intéressées, nous donnons des formations aux professionnels de première ligne sur le counseling, sur le dépistage rapide, sur comment construire son réseau, etc. Oups. Donc le point of care mobile, donc comme je vous l'ai expliqué, c'est pour nous une semaine où on fait 2 à 3 demi-journées dans les institutions bruxelloises. On se déplace avec le vélo et on s'intègre complètement aux structures des premières lignes. C'est-à-dire le choix du vélo n'est pas seulement une mobilité douce dans la ville, même si je pense que ça nous arrange et on a une équipe de cyclistes, donc on est tous ravis de parcourir la ville à vélo. Et on n'est pas dans les emmerdements avec les voitures, etc. Mais c'est aussi l'occasion de rentrer dans les structures, de rentrer dans les Exapa, dans les masses, dans les comptoirs d'échange et de ne pas garer son véhicule. On avait tous envie d'avoir ce fameux combi VW qu'on allait garer devant les structures et les patients allaient sortir et rentrer dans le combi et on allait leur faire une mise au point. En fait, notre vélo et le fait qu'on rentre dans les institutions facilite vraiment le lien avec les usagers où il y a un transfert du lien thérapeutique. Les usagers connaissent bien leur lieu de santé de première ligne. Nous arrivons dans ce lieu-là, on fait partie intégrante des équipes avec qui on a des collaborations assez rapprochées. Et donc ce vélo et cette façon de fonctionner n'est pas seulement une volonté de mobilité douce, il y a une dimension un peu clinique derrière. C'est déjà maintenant, oui. Donc l'engagement de notre collègue père aidant, c'est un processus qui nous a pris un petit peu de temps, 2-3 ans de réflexion en équipe où on a été accompagné. Bon, je vous rassure, ce n'était pas toutes les semaines qu'on réfléchissait. C'est pour dire que c'est une démarche qu'on a pris sur 2-3 ans et on a eu des moments de rencontre sur chaque année pour réfléchir sur l'accueil d'un père aidant et pourquoi prendre ce temps de réflexion. C'est parce que ce n'est pas seulement un travailleur social en plus qui va venir renforcer notre équipe pour faire le travail que les collègues font déjà. On avait vraiment envie de bien réfléchir à la dimension que le père aidant, de par son expertise, allait pouvoir nous apporter. Et effectivement, comme Lise l'a dit tout à l'heure, le résultat se voit directement dans la relation au patient, mais également, moi je trouve, avec les soignants, avec les travailleurs que nous sommes autour de la table, les discussions autour de l'abstinence, par exemple, de la réduction des risques. Voilà, notre collègue a pu nous amener vraiment une réflexion, des questionnements qui nous posent, qui nous font un petit peu, qui nous bousculent, et donc c'est vraiment intéressant. Et donc voilà, nous sommes ravis, on va continuer. Et si vous avez l'occasion si ça vous intéresse et que vous êtes dans l'associatif, en tout cas sur Bruxelles, il y a le projet PAT qui est donc créé par l'ASBL de Smith, qui propose un accompagnement aux institutions qui veulent accueillir un père aidant.
Il y a l'ASBL en route en Wallonie, et puis il y a Tessa qui va prendre la parole après moi, qui a beaucoup plus d'expérience que nous, puisque ça fait plus de 10 ans maintenant qu'ils ont ce projet C-Buddies à Anvers, avec des pères aidants qui sont vraiment intégrés à l'équipe de la Free Clinic à Anvers, principalement sur le projet hépatite C à Anvers. Oui, donc on avait envie de vous montrer quelques chiffres sur cette activité du SAMPAS. C'est 146 permanences sur une année dans 10 institutions différentes, plus ou moins 426 contacts patients, 233 TROD réalisés. On a aussi eu l'occasion d'un petit peu monitorer ce que le CFED pouvait apporter, en tout cas en termes de réinfection, sûrement vraiment une grosse plus-value pour tous les patients qui ont déjà eu un traitement hépatite C, de pouvoir contrôler si une réinfection a eu lieu. Et pour tous les patients qui sont dans le doute d'avoir une hépatite C chronique également, puisque la prise de sang reste un frein et l'accès à l'hôpital également. Nous avions cette cascade de soins en 2020 avec plus ou moins 140 patients. Oui, j'essaye d'aller très vite. Nous avions cette cascade de soins, donc 140 patients suivis, 70 patients traités sur une année. Qu'est-ce qui se passe pour les 70 patients autres ? Plus de difficultés à les mettre en traitement sur un laps de temps de 12 mois. Ça ne veut pas dire que les 70 personnes qui n'ont pas été traitées en 2020 n'ont pas été traitées en 2021, en 2022, puisque notre objectif est de garder des liens, etc., évidemment. Mais c'est ce qu'on constate sur une année. Il y a quand même une grande partie des patients qu'on n'arrive pas à mettre en traitement pour les raisons suivantes. Des logements instables pour près de la moitié, des problèmes psychiatriques et de santé mentale pour près de la moitié aussi, et des consommateurs actifs pour plus de la moitié. Des permanences en milieu carcéral dans les 3 prisons bruxelloises, voilà, 13 permanences, 25 consultations, des collaborations avec les équipes soignantes et avec les services extérieurs. Comme Lise l'a dit, ça reste effectivement assez difficile dans le milieu carcéral du fait des conditions de détention, du fait de l'organisation des prisons en Belgique. Je ne sais pas si en France c'est beaucoup mieux, mais en Belgique c'est vraiment très compliqué. Voilà, il y avait cette dia très importante pour nous, c'est-à-dire, je pense que Pascal l'a dit, Lise l'a dit, l'hépatite C, ce n'est pas uniquement une question de guérison pour nos patients usagers de drogue, c'est aussi un véritable levier thérapeutique. On a encore beaucoup de patients qu'on suit après leur traitement, qu'ils aient une cirrhose du foie ou qu'ils n'en aient pas. On a une certaine référence pour eux dans l'accès aux soins de l'hôpital. On a été à un moment donné dans un accompagnement qui a fait que ces personnes pouvaient prendre en soin leur santé et qui a pu permettre à certains même de déboucher sur d'autres prises en charge de maladies, refaire ses dents pour certains. Voilà, pour eux, c'était vraiment une étape, un levier thérapeutique à un moment où on leur a permis de soigner une maladie et un stigmatisé, etc., qui reste compliqué à vivre et à porter dans notre monde actuel. J'essaye de me grouiller. Mais... Voilà, je voulais quand même parler rapidement des initiatives en Wallonie. Il y a des choses qui se font à Tournai, à Bastogne et à Arlon en termes de screening, et des choses démarrent vraiment par les associations terrain et par les liens qu'on crée avec les hôpitaux, toujours indispensables. Des choses se mettent en place et de manière un peu peut-être plus avancée ou structurée que Charleroi, Namur, Liège, où il y a des POC vraiment où les hépatologues vont sur place, où il y a des mises au point qui se font dans les structures de première ligne et donc un accès rapide aux traitements antiviraux. Également en Wallonie, dans certaines initiatives. Et ma collègue Tessa va présenter pour la Flandre. Ici, la conclusion, je pense, elle a été quand même déjà pas mal reprise par Lise et par Jean-Pierre. Je pense que je ne vais rien dire de très nouveau. Voilà, je vous remercie.